À l'occasion du deuxième vidéo du compte-rendu de la conférence de presse sur le livre Imaginer l'après-crise, je vous ai laissé avec le constat du déclin de la gauche européenne et aussi celui de l'émergence de solutions novatrices pour l'économie à partir de l'Amérique du Sud. Dans cette vidéo-ci, nous allons tourner notre regard vers les États-Unis et aussi le reste du monde afin de regarder des pistes de relance, tant au niveau de l'économie de l'après-crise que la prévention éventuelle d'une crise majeure qui serait issue de la détérioration de l'environnement suite au réchauffement planétaire. Du côté des États-Unis, on a été forcé de prendre en cause le fait que le capitalisme issu de la poussée néolibérale ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, on en est arrivé à un retour de l'interventionnisme de l'État. On aurait pensé que cela aurait pu faire migrer les États-Unis d'une position de droite vers le centre-gauche. Mais au contraire, la droite républicaine est encore plus active et ne cesse d'adresser de nombreuses attaques aux réformes que tente d'établir Barack Obama. Il faut relancer la croisade réformiste, trouver des appuis partout dans la société. Il faut, pour les citoyens, analyser les pistes de relance des chances égales. Dans cette optique-là, il faut faciliter la gestion des transitions dans la vie des gens. Chance égale pour tous, facilitation des transitions. Il faut faire les efforts pour en arriver à refouler le modèle d'isolement des pauvres dans la société qui fait qu'ils ne communiquent pas avec nous. Il faut établir ce mode de communication, cette espèce de courant qui passe entre les couches différentes de la société afin de revitaliser le système. À ce moment-là, dans la conférence de presse, nous revient Jean-François Lisée qui nous dit « Écoutez, je vais vous faire part de mes réflexes de généraliste. On est en état de crise et cette crise crée évidemment énormément de pauvreté mondiale. Les pays du Sud sont sans moyens keynésiens. D'autre part, nous avons une crise écologique à cause de l'effet de serre. Nous devons abaisser de 50% les gaz à effet de serre d'ici 2050 afin d'avoir une chance sur deux d'éviter la catastrophe écologique. Jusqu'en 1990, nous avions détruit plusieurs systèmes, plusieurs écosystèmes sans attaquer la capacité de régénération de la planète. Actuellement, nous dépassons de 30% la capacité de régénération. On n'a qu'à regarder la surexploitation des ressources marines actuellement. Alors, dans l'ensemble des ressources, à partir de 2030, donc, nous dépasserons de 100% la capacité de régénération de la planète. Dans cette optique-là, l'inaction n'est plus une option. Alors là, c'est important de s'attarder à une notion qui est celle de l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est relié à l'énergie,
les ressources qui sont requises pour produire un bien. Elle quantifie pour un individu ou même une population la surface bioproductive nécessaire pour produire les principales ressources consommées par la population en question ou pour absorber ses déchets. Alors l'empreinte écologique peut aussi être utilisée pour donner une mesure des impacts des activités des êtres humains en matière de production, comme l'élevage par exemple, ou l'extraction de l'or dans une mine, ou la production d'objets tels qu'une voiture, un ordinateur, un téléphone portable, et évidemment, l'utilisation de ces objets-là aussi donne des impacts. Il devient fort important de considérer qu'on surconsomme, qu'on surproduit et qu'on surproduit des déchets aussi, alors que dans les pays de l'OCDE, la consommation par habitant est 5 fois plus forte que dans les pays en voie de développement. Moins de 20% de l'humanité consomme à l'heure actuelle plus de 80% des ressources naturelles. La mesure de l'empreinte écologique va tendre à diminuer cet excès de consommation et cet excès de production de déchets aussi. Les facteurs 4, 10 deviennent dans cette optique-là importants et sont des objectifs que nous nous fixons dans les pays industrialisés de plus en plus. Par exemple, lorsque l'on parle de facteur 4, ça implique 4 fois moins d'énergie et de ressources pour produire un bien. Lorsqu'on parle de facteur 10, ça implique 10 fois moins d'énergie et de ressources requises pour produire un bien. Voici une image de Shanghai la nuit. Alors, c'est important de prendre en cause le fait que l'augmentation de la consommation mondiale en Chine, en Inde, dans les pays émergents, en Afrique, vient anéantir ces efforts que l'on fait pour réduire l'empreinte écologique des intervenants des pays industrialisés. Donc, si on ne s'en tient qu'à des mesures écologiques, malheureusement, nous n'irons pas bien loin parce que les pays émergents utilisent encore la propulsion d'un système capitaliste néolibéral qui est vraiment sauvage. Alors, il faut faire le maximum pour l'économie sociale, pour les coopératives qui n'ont pas besoin de croître pour survivre. La résilience des entreprises d'économie sociale est bien meilleure. Il faudrait qu'elle passe en importance dans notre société de 15% à 66% de l'espace économique global. Donc, d'autre part, si on reporte notre regard vers les États-Unis, force est de comprendre que nous devons nous diriger vers une gouvernance globale sur le climat, c'est-à-dire un ensemble de mises en commun des pays pour prendre des mesures efficaces environnementales ayant des effets majeurs sur l'aspect climatique de la planète actuellement et sur l'effet de serre. Aux États-Unis comme tel, Obama est une des clés de voûte de ce renouveau, mais on a une espèce de thin thread, comme on dit en anglais, alors une fenêtre à peu près de 9 mois pour que tout change, sinon nos espoirs vont s'amenuiser. Alors il y a énormément de barrières mises par la droite américaine, par les républicains, et il faut vraiment qu'il y ait une entente pour que les mesures que Obama est en train de mettre en place puissent passer dans les 9 prochains mois pour nous permettre cette fenêtre d'opportunité. Jean-François Lisée nous rappelle que nous avions des attentes de changement après cette crise économique de 2008-2009. Malheureusement, ces attentes-là de changement de pratique n'ont pas été atteintes. On est à se demander s'il ne faudrait pas une deuxième crise en 2011 avant qu'un milliard de réfugiés se retrouvent sur les routes suite aux bouleversements environnementaux. Donc, il va falloir quelque chose de déterminant pour nous donner la poussée suffisante pour faire les changements économiques, les changements politiques, les changements environnementaux qui vont permettre à l'humanité de survivre. Donc, il faut imaginer une après-crise qui permette d'ouvrir une fenêtre d'opportunité vers des solutions pour l'humanité. Le prochain et dernier vidéo traitera des questions et réponses qui ont été soumises durant cette conférence de presse.